C'est l'heure de l'interview politique. Nous recevons François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPR. Et on va commencer par aborder ce qui a secoué l'Europe ce lundi. C'est la victoire de Giorgia Meloni aux législatives italiennes. La présidente de Fratelli d'Italia, un parti néofasciste. Quel regard portez-vous sur cet événement politique ? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, même pour moi c'est un peu un non-événement. Parce que c'était attendu, annoncé, proclamé depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Et moi, il y a quelque chose que j'ai à l'esprit à chaque fois que je regarde la scène politique d'un pays européen. C'est est-ce que cet homme ou cette femme politique qui arrive au pouvoir, comment y est-il arrivé et quel était le traitement médiatique qu'il avait ? Or, Madame Meloni a fait l'objet d'une promotion médiatique absolument colossale dans tous les médias italiens et même dans les médias étrangers. Alors, ce que certains spécialistes appellent la médiabolisation. C'est-à-dire qu'à la fois ils la promouvaient tout en critiquant, tout en disant, comme vous l'avez dit, qu'elle se réclamait à l'origine de Mussolini ou du néofascisme. Mais moi, il y a ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que les vrais opposants du système ne sont jamais médiatisés. C'est la preuve pour moi. Donc, Madame Meloni a eu le même traitement que Tsipras en Grèce, par exemple, en 2015. C'est-à-dire que Tsipras, c'était l'ultra-gauche qui faisait très très peur, mais tous les médias en parlaient. Madame Meloni, elle n'a pas la même, elle a d'autres points communs avec Tsipras en Grèce, c'est que elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Donc à partir de ce moment-là... Elle veut réviser les traités. Oui, mais elle ne le pourra pas, puisqu'il faut la majorité, enfin pas la majorité, il faut l'unanimité des États membres. C'est une eurosceptique, elle a tempéré son discours au fil des années. Oui, enfin ce que je pense vraiment, si vous voulez, c'est que le système euro-atlantiste, c'est bien qu'il faut qu'il y ait une opposition à présenter aux populations. Mais ce sont des oppositions inoffensives et présélectionnées qui ont le droit uniquement de tenir des propos soit d'extrême gauche, soit parfois d'extrême droite. Par exemple, en France, c'est le sport qui prévaut dans certains milieux de critiquer, de taper sur les immigrés, sur les Arabes, sur l'islam. Ça, c'est un sport dans lequel excelle M. Zemmour, dans lequel excellait, c'est moins vrai maintenant, Madame Le Pen. Mais au bout du compte, tous ces responsables politiques veulent rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. De telle sorte que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, eh bien en fait, au bout de 3 mois, les électeurs découvrent qu'en fait rien n'a changé puisque toutes les grandes décisions sont détenues à Bruxelles, à Francfort et à Washington pour l'OTAN, y compris d'ailleurs les questions migratoires. Et puis, si vous voulez, c'est pas nouveau quand même. Hein. On a eu l'exemple de Tsipras pour l'extrême gauche en Grèce. On a eu l'exemple de Sebastian Kurz en Autriche. On a eu l'exemple de Salvini en Italie, qui avait déjà été au pouvoir. Maintenant, on a l'exemple de Meloni, et on va constater que ça sera encore une fois la même chose. Alors il y aura évidemment quelques éclats de voix, il y aura un truc symbolique, par exemple un navire avec des immigrés qui sera chassé, des choses comme ça, mais tout ça n'entame en rien le fond du problème. Je signale que Madame Meloni a fait une alliance avec Berlusconi, qui est un parrain de la mafia, on le sait, c'est pas une formule de style, il a des liens avérés avec la mafia. Elle a fait aussi alliance avec Monsieur Salvini de la Lega, et leur alliance s'appelle l'alliance de centre-droit. Et quand vous prenez leurs documents, la première chose qu'on lit, c'est qu'il faut absolument rester dans l'Union européenne, rester dans l'euro, rester dans l'OTAN et défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout est bon. D'ailleurs, Madame Hillary Clinton, qui a été interrogée il y a quelques jours avant les élections sur l'arrivée probable de Madame Meloni, a dit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Et M. Draghi, le prédécesseur de Madame Meloni, non plus. Madame Meloni, dont je rappelle qu'elle a intégré l'Institut Aspen des États-Unis, qui est un institut néolibéral, néoconservateur américain, qui a été fondé, où participent Madeleine Albright et Condoleezza Rice. Elle fait partie de ce cénacle. Alors, en termes pour clore, si vous voulez, cet aspect-là des choses, je voudrais signaler à quel point le mouvement politique que j'ai créé se distingue sur la scène politique française des autres. Parce que j'ai vu que Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Zemmour, Monsieur Philippot, tout le monde s'est félicité comme si c'était un grand jour l'arrivée de Madame Meloni au pouvoir. Alors nous disons non.
Nous, ce que nous disons aux Français, c'est les Italiens vont découvrir dans 3 mois ou dans 6 mois que rien n'a changé. Voilà. Et à ce moment-là, rendez-vous dans 6 mois, on verra qui avait raison et qui avait tort. Et on verra à quel point les partis politiques de ce que l'on appelle la droite, etc., toutes les personnalités que je viens de citer, M. Philippot et M. Dupont-Aignan y compris, jouent le jeu qu'attend le système, c'est-à-dire de faire croire aux Français qu'il y aurait une véritable opposition qui en France serait celle de Mme Le Pen, et à gauche, Mme Autain, j'ai oublié de la citer, elle a fait le jeu dans miroir, c'est-à-dire que Mme Clémentine Autain de LFI a poussé des cris d'horreur en disant voilà, c'est l'arrivée du néofascisme. Tout ça, c'est un jeu de rôle. En réalité, la seule solution, vous le savez, c'est ce que je défends depuis 15 ans, c'est de mettre à bas tout ça et de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais là, on n'a pas le droit de le dire, c'est pour ça que je ne passe pas dans les grands médias. Et je vous remercie de m'inviter. Vous parliez tout à l'heure d'Éric Zemmour. Lui aussi a été promu par certains médias, hein, CNews pour ne pas le citer. Ça a fait 7% au final. Donc c'est une trajectoire complètement différente de l'Italie. Éric Zemmour a appelé de ses vœux à une union, à une alliance de droite qui n'a pas été possible en France, mais en Italie. Est-ce que vous pensez que ça serait possible à l'avenir ? Écoutez, moi je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que vous avez raison, enfin vous avez extrêmement raison de rappeler le cas Zemmour. Il a eu droit à une promotion médiatique absolument ahurissante. Il a eu, dans le second semestre de 2021, je crois qu'il a eu quelque chose comme 14 à 15% du temps de parole. Quand moi j'avais 0 d'ailleurs, soit dit en passant, alors que j'avais été candidat à l'élection présidentielle en 2017 et que lui ne s'est jamais présenté à quelque élection que ce soit. Donc il faudrait que les Français commencent à comprendre comment se fait-il que des responsables qui ne se sont jamais présentés ont d'un seul coup droit à toutes les bonnes faits médiatiques. Et M. Zemmour a eu aussi droit à des sondages extraordinairement flatteurs. Je rappelle qu'il y a eu des sondages à la fin 2021 qui le donnaient non seulement au deuxième tour, mais même à 45% face à Macron. Ça s'est terminé à 7%. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose que n'avaient pas forcément prévu ceux qui avaient lancé le phénomène Zemmour. C'est qu'en réalité, ça a eu un effet assez paradoxal de déplacer vers le centre Mme Le Pen, qui du coup est apparue comme moins extrémiste parce qu'elle ne tenait pas les propos, parfois, qui sont tombés d'ailleurs sous le coup de la loi de M. Zemmour. Donc du coup, je pense que, contrairement à ce qui était sans doute attendu, au lieu de nuire à Mme Le Pen, ça l'a plutôt servi. Et puis, vous savez, les Français, c'est un peuple quand même, fondamentalement, qui est un peuple modéré. Alors, parfois, il a des bouffées de colère. Parfois, il se met en colère. Mais fondamentalement, c'est quand même un pays de centre. Tout le monde sait que les élections présidentielles se gagnent au centre. Et tout l'enjeu que j'essaie depuis 15 ans de faire comprendre aux Français, mais c'est extrêmement difficile, c'est que le fait de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est en fait être modéré. Et que c'est rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN qui est un extrémisme. On le voit d'ailleurs, pendant des années on m'a expliqué que l'Europe c'était la paix. Non, l'Europe est en train de nous entraîner vers une troisième guerre, peut-être une troisième guerre mondiale. On nous a dit que l'Europe c'était les libertés. Non, on voit que l'Union européenne est en train de détruire les unes après les autres nos libertés publiques. Il y a quand même un front de la liberté qui s'est dressé en Europe. Une Europe de la défense qui se construit, Europe qui est à Paris beaucoup plus unie que ne le souhaitait justement la Russie après l'invasion de Oui, mais moi je n'appelle pas ça une Europe qui est unie. D'abord, il y a quand même quelques voix dissonantes, la première d'entre elles étant celle de la Hongrie. Mais Orban est forcément si vous voulez, il y a toute une nuance entre les pays. On voit bien que tous les pays sont tenus sont obligés de respecter c'est pas l'Europe qui est unie, c'est l'Europe qui est mise au garde à vous par l'oncle Sam. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et on voit qu'il y en a certains qui traînent les pieds. Par exemple, Macron. On peut pas dire que on peut pas dire que je sois quelqu'un favorable à M. Macron. Mais au-delà des discours qu'il tient, en fait, M. Macron tient un discours assez hypocrite et les Ukrainiens ou d'autres en Europe lui reprochent en fait d'en dire beaucoup et d'en faire finalement assez peu pour l'Ukraine, en tout cas moins que ce que font, par exemple, les Allemands. J'ai lu un document qui disait que les Allemands avaient déjà versé 1,3 milliard d'euros en espèces à l'Ukraine, alors que la France aurait versé que, si j'ose dire, 130 millions d'euros. On voit aussi que l'Angleterre, bien que sortie de l'Union européenne, elle est malheureusement encore dans l'OTAN et c'est l'un des principaux pourvoyeurs de la guerre. Donc les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Quant à l'Europe de la défense, vous avez vu, enfin vous savez, vous êtes une chaîne spécialisée dans les questions économiques et financières, vous savez que tous les projets
d'Europe de la défense sont à l'eau, notamment que les Allemands font de leur chemin de leur côté, parmi les exemples récents étant le fameux avion de combat du futur, même si le ministre de la Défense est récemment allé en Allemagne pour dire que tout allait bien. Non, pas du tout. Ça fait maintenant des années que ça piétine. Et puis les Allemands se fournissent aux États-Unis, par exemple, pour d'autres matériels. Donc voilà, il n'y a pas d'Europe de la défense en fait. Dernière question concernant l'Ukraine. On vote aujourd'hui, c'est la fin du vote du référendum d'annexion dans les 4 territoires ukrainiens contrôlés par la Russie. C'est un simulacre. Il y a quand même un contexte bien particulier de vote. Oui, évidemment. Il y a un contexte bien particulier, mais ce que je sais, c'est qu'au Sud-Soudan, il y avait aussi un contexte bien particulier en 2011, puisque il y avait une guerre civile avec le Soudan. Les États-Unis ont organisé un référendum, ils ont présenté ça comme un triomphe de la démocratie. Alors bon, je pense qu'effectivement, il serait sans doute plus raisonnable, normalement, de faire un référendum dans des conditions qui sont moins polémiques. Ça, c'est certain. Mais ce qui me paraît absolument certain aussi, c'est que... alors je ne suis jamais allé dans le Donbass, mais je suis allé en Crimée quelque temps après l'annexion. En 2014 oui, j'y suis allé en 2015. Chez lui, on se bat dans la rue. Enfin, le score était exact. Tout le monde le sait d'ailleurs. Dans toutes les chancelleries, tout le monde sait qu'il y a 90% des habitants de la Crimée qui sont d'origine russe, d'ailleurs souvent des militaires, qui étaient favorables au rattachement. Et de la même façon au Donbass, toutes les raisons historiques que j'ai longuement présentées d'ailleurs sur notre site internet montrent qu'il y a une très forte proportion de ces habitants qui étaient des colons russes qui sont venus à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les descendants qui sont en faveur du rattachement à la Russie, a fortiori parce qu'ils sont bombardés depuis 8 ans par les forces de Kiev. Donc, ça passe-t-il par un tel conflit, une telle agression de la part de la Russie? Oui, sur alors... les civils, bien sûr. Ce qui m'embête, si vous voulez, on ne peut rien dire en France. Il est très difficile d'avoir un langage nuancé, puisque si vous tenez un discours qui est contraire au narratif, aussitôt, je vois des trolls qui disent « ça y est, il est payé par Poutine ». Non, je ne suis pas payé par Poutine. Bon, je ne suis payé par personne, sauf par les Français qui veulent bien cotiser à l'UPR. Mais la réalité oblige à dire que le conflit n'a pas commencé le 24 février. Ça a commencé à partir de 1991, lorsque les États-Unis, rompant l'engagement oral qu'avait donné le premier président Bush, avait promis à Gorbatchev que les États-Unis n'en profiteraient pas pour que l'effondrement du camp socialiste fasse que les pays de l'Est entrent dans l'OTAN. À peine avait-il dit ça que les États-Unis ont fait entrer les pays de l'Est d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. De telle sorte qu'on peut dire qu'il y a une espèce de continuité depuis 1991, avec le point tournant étant la révolution du Maïdan de 2014, où les États-Unis ont commencé à mettre la main sur l'Ukraine. Donc on ne peut pas comprendre l'action de Poutine si on ne comprend pas le grignotage qui a eu lieu. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre... Je termine. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre pourquoi la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie en 1939, parce qu'on pourrait dire qu'ils étaient agresseurs. Non, c'est parce que Hitler avait déjà commencé par grignoter l'Autriche, les Sudètes, et puis après par passer avec la Pologne. Voilà. Donc il faut bien comprendre que l'histoire n'a pas commencé le 24 février dernier. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR. Merci et belle journée à vous.